redonner de la fierté à tous ces Français. Parce que ceux qui ne sont plus fiers d'être Français et d'être même eux-mêmes, qui c'est? Eh bien, vulgairement, on dit les Noirs et les Arabes. Eh bien, à tout cela, je veux leur rappeler leur histoire vis-à-vis de la France. Et dans les cours, à l'école, eh ben, on rappellera et on sera fiers de leur dire vos grands-oncles, vos grands-parents, voilà, ils s'appelaient Mohamed, ils s'appelaient Youssef, ils s'appelaient Ahmed, ils étaient soldats de l'armée française et ils ont combattu ceux qui étaient ennemis de la France. Vous vous rendez compte de la fierté qu'ils vont retrouver? Aujourd'hui, on leur dit quoi? On a l'impression que leur histoire, leur vie, elle commence avec l'avènement du mitterrandisme, de cette gauche qui pue la haine, tellement elle sent la haine de la foi, elle sent la haine de la France. Et puis aujourd'hui, ils sont encore là, sur les plateaux télé. Oui, on a senti une montée de l'islamisme. Les mêmes qu'on retrouve... Et ce même gauche-là qui fait en sorte que la France... il y a le problème de la natalité en France. Hein, parce que vous avez parlé là que le problème que la France vieillit. Alors moi, je vous dis une chose qui est très claire. Je vous dis une chose qui est très claire. Si les femmes et les hommes qui sont avec moi, ils n'ont pas à douter de moi pour une raison très simple. Moi, il n'y aura pas cette histoire, revenir sur le droit du sang, le droit du sang. Il n'y a pas ça. Là, dans l'historique, on peut se vanter d'être aussi français par le sang versé. C'est complètement différent de parler du droit du sang. Parce que c'est juste rappeler une fierté à avoir porté l'uniforme français. Et ces jeunes aujourd'hui, qu'on nous montre à la télé après les matchs de foot, portant fièrement le drapeau algérien ou marocain ou tunisien ou turc, parce que tiens, quand même, on les oublie. Et à dire, regardez, les premiers à faire des commentaires, la salace et bidon, à dire, regardez, ils sont pas français, ils veulent surtout pas porter le drapeau français. Quand on va rappeler à ces jeunes, parce que moi je les connais, ces petits jeunes. C'est ça que j'appelais à l'époque la citoyenneté à la française. Ces petits jeunes, quand on va leur rappeler, hé toi là, viens voir là, on va ouvrir les archives. Tu sais, ton grand-père, Mohamed, on est parti le chercher de Batna, où il était tranquille, peinard, et on lui a mis un uniforme français, et il s'est retrouvé à Verdun, dans le froid et la neige. Non mais attendez, quand vous êtes à Verdun, vous vous rendez compte, pour que celui qui arrivait de Batna, l'autre de Sousse ou de Djerba, et l'autre de Marrakech, et se retrouver à Verdun, dans le froid, et de Dakar, du Mali, et de Mali, du Gabon, tous ces gens-là, ce soir, vous savez, je vais vous raconter une anecdote que m'a rapporté, il est mort maintenant, avec qui j'avais énormément sympathisé parce que j'avais parlé de ce programme-là. Vous savez, moi je suis très bien vu par les militaires, très bien vu. Et il est vrai, hein. Bon, je peux vous dire une chose, c'est que ils sont loin d'être macroniens ou macronistes. Bon. On le sait. Oui, non, mais moi je vous le confirme. On le sait. C'est des choses de fois que moi je ne laisse pas parler, mais je vous parle de gens qui sont plus dans l'ombre que dans la lumière. Cela étant, j'avais parlé avec l'un d'entre eux, il m'a dit, tu sais, à l'époque, ils constituaient tellement les premières lignes que ceux qui étaient sur le front à Verdun, pour minimiser le nombre de décès, on s'était arrangé à ce que même les blessés ne reviennent pas sur Paris. Ils s'étaient arrangés pour que les trains redescendent directement dans le sud, afin qu'ils ne fassent pas partie de la comptabilité. C'est-à-dire que nous allons redonner la fierté à même ceux qui ont été blessés. Et je vais vous dire une chose, non seulement la France a péché lourdement, parce que dans le cadre des pensions de reversement, on a été minable, et la gauche, qui traitait la France de raciste, elle s'est bien gardée de réparer cette situation. Aujourd'hui, ils sont pratiquement tous morts. Mais rappelez-vous de ces soldats africains qu'on a voulu faire croire qu'ils s'étaient révoltés et qui avaient demandé des prémices de forme d'indépendance, ou du moins leur solde en entier. Oui, on les a réunis dans un fort. On les a réunis et on les a tirés. On leur a tous tiré dessus. Voilà. Alors ça, oui. Ça s'est arrivé aussi au Gabon. Ça, oui. La France, nous allons nous honorer dans les livres d'histoire à rappeler que ce sont des frères de sang. Et quand on dira aux petits jeunes, tu vois, qui fait du rodéo, moi je veux leur en faire du rodéo à tout cela, parce que cette image-là,
Hein, ils doivent comprendre qu'on s'en sert contre nous. Il n'y a aucune forme de fierté à faire ce qu'ils font. Mais quand on va leur rappeler, toi, on t'a jamais rappelé que tu étais lié par la France et tu as fait l'honneur de la France, ben, je peux vous dire que ces garçons et ces filles vont se montrer très aptes et très fiers à ce qu'ils sont. Et à ce moment-là, tous ceux-là qui... L'islamo-gauchisme, l'islamo-nazisme, ils sont contre la laïcité. Toutes ces merdes, je dis bien publiquement, toutes ces merdes, ces racialistes, ces racistes, tous ces gens, on va leur rappeler notre fierté. Par contre, une chose sur laquelle je tiens, et c'est vrai que c'est important. D'accord. Il y a eu beaucoup de jeunes Français, on va dire de blancs de peau, qui sont venus me voir et qui m'ont dit, Morad, s'il te plaît, nous on est prêts à s'engager dans l'Alliance. Il faut qu'ils comprennent absolument, parce que nous les blancs, on n'est pas dépositaire d'une culpabilité ancestrale, et c'est pour ça que nous lutterons contre le wokisme, qui a été créé de toutes pièces aux États-Unis par les fondations Soros. Moi, je suis en contact avec des musulmans américains de premier rang. Je tiens à vous dire que celui qui a récité la Fatiha devant tous les présidents américains lorsqu'il y a eu ce fameux rencontre dans une grande église états-unienne est quelqu'un issu de ma famille. D'accord. Et il m'a raconté ce qui s'est passé aux États-Unis. Et d'ailleurs, c'est ce que Ice Cube a dit récemment. Ice Cube, le chanteur de rap américain qui a joué dans des films, tout est là, la semaine dernière, parce que je lis tous les jours la presse anglo-saxonne, la semaine dernière, il a dit, mais en fin de compte, on a voté démocrate pendant 40 ans, le bilan, c'est quoi? Voilà. Qu'est-ce qu'on nous a apporté? Voilà. Et c'est ce que je vais dire à tous ces gens-là, là. Ils sont passés du PS à Mélenchon, ils ont l'impression qu'ils... ça y est, ils ont fait le bond en avant, c'est devenu des idéologues politiques. Je fais, c'est la même chose. D'accord. Et moi, le mélenchonisme, on va y mettre fin. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens très honnêtes au sein de la France insoumise qui font un effort réel et conscient d'être au proche du peuple, mais... Je veux comprendre que là, ici, dans la 5e circonscription, on a élu un député NUPES. Ça va bientôt faire un an, je n'ai aucune nouvelle de mais vous n'en aurez jamais. Mais lui, il ils sont élus avec combien d'électeurs? Voilà. Aujourd'hui, l'Alliance pour la France, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? L'Alliance pour la France va présenter des candidats partout. Je vous dis aujourd'hui, à ceux qui ont des années de militantisme, oh mon Dieu, je ne rencontre que ça. Je rencontre partout où je vais en France. Il y a plein de gens de bonne volonté, d'origine ou pas, qui ont suivi le bournos afin que les gamins puissent s'en sortir au mieux, qui ont fait du soutien scolaire souvent de manière bénévole, d'autres qui ont fait du soutien sportif de manière bénévole avec des t-shirts jetés comme ça par la mairie ou le conseil général, et puis t'as l'autre qui arrivait avec son gros ventre pour couper un ruban avec tous les médias puis qui disparaissait au même moment. Oui, c'est ça. Eh bien, tout ça, c'est fini. Maintenant, je dis à ces gens-là, attendez, vous avez une force politique en action. On vous donne les places. Moi, j'arrive quelque part. On sait qui a bossé. Il suffit que je parle avec les gens, on dit attends. Et ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps, parce qu'avec une de mes collaboratrices, qui est d'ailleurs la trésorière du mouvement, elle m'a récemment présenté des gens de premier rang, qui étaient des militants associatifs. Quand j'ai vu le CV des mecs, attends, c'est des futurs ministres. C'est des futurs députés. J'ai dit, mais comment ça se fait que tu vivotes? Ah, elle me dit, l'ARL. Comment ça, l'ARL? Pourquoi tu t'es pas présenté? Pourquoi tu n'y es pas allé? Elle m'a dit, tu sais, ils sont compliqués, les nôtres et tout. Je fais, il faut arrêter d'être dans ce discours. Personne n'est compliqué parce qu'il n'y a pas d'offre. C'est un marché, l'élection. Le pouvoir, à un moment, il faut le prendre. Ça s'arrache, le pouvoir, effectivement. Et on a eu honte par pudeur. Il arrive, il nous écrase. Et au final, toi, t'es brillant. Bon, allez, vas-y, bosse pour moi, aide-moi à avoir la députation. Et puis on t'aidera au municipal. Puis au municipal, ils sortent quelqu'un de chez eux en disant, ah, mais tu comprends, cette fois, lui, il fallait le caser parce qu'il est de l'UDI. Nous, on est LR et machin. Oui, c'est vrai, c'est ça. Je fais ces calculs d'apothicaire. Oui, c'est ça. C'est la compétence que nous allons mettre en avant. Que tu t'appelles Mohamed, Christian, que tu t'appelles Khadija ou Nathalie, c'est pas un problème pour nous. Nous, aujourd'hui, il y a des gens qui sont sur le terrain,
qui existent. C'est comme les refaire la France, tous les dossiers qu'il faut refaire, il y en a plein les placards, à l'Assemblée nationale, au Sénat et tout. Eh bien, on veut mettre cette force en action. Et même le Sénat aussi l'Alliance pour la France change le Sénat. Le Sénat devient un club de prendre le café à midi et faire la sieste. Oui, mais n'oubliez pas une chose. Attention, ne tombons pas dans cette forme de... En termes de contre-pouvoir, vous avez vu très bien, et comme moi, qu'au minima, c'est le Sénat parfois qui a bloqué des initiatives de la part du gouvernement actuel où les députés godillots majoritaires votaient d'une seule main. Donc, nous, on est très sensibles à un point vital qui est le contre-pouvoir. C'est-à-dire que moi, demain, j'ai pas envie d'être un dictateur. Comme dirait De Gaulle, c'est pas à mon âge que je vais être un dictateur. Et puis moi, vu mes origines, j'ai surtout pas intérêt de l'être, parce que là, ils auront facilement à trouver les gens pour me tuer. Donc moi, je préfère, comme Sankara, me balader avec un minimum de services de sécurité et célébrer la joie de mes concitoyens chaque jour, contrairement à Macron qui se fait huer et siffler dès qu'il met ses pieds dans le Stade de France. Et je vous rappelle un point, les télévisions françaises ont dû augmenter le son de leurs journalistes pour éteindre le son des huées. Alors, moi, j'ai pas envie qu'on triche en termes de communication pour connaître ma popularité. Toujours, de toute façon, quand vous faites ce choix-là, vous faites des déçus et des heureux. Nous, notre but, c'est d'être dans le juste milieu. Il y a des choses à réparer, mais croyez-moi, il y a possibilité de rendre aux Français leur richesse. La France est un pays immensément riche. Si demain, on est honnête aussi... Avec des intelligences aussi qui vont à l'étranger ou aux États-Unis ou en Angleterre ou au Canada. Mais on a pléthore de gens qu'on forme et qu'on ne garde pas. Aujourd'hui, vous prenez les gens qui sont dans le listing de la NASA. J'ai vu récemment, il y a eu un Algérien et un Marocain. Bon, j'ai rencontré récemment un type brillantissime qui est un grand médecin qui passe son temps aux États-Unis, qui est d'origine iranienne. Son plus proche collaborateur est d'origine algérienne. Le mec là dont je vous parle, l'Algérien en question, il a fait ses études en France. Et là actuellement, via les réseaux qu'il a, il emmène du matériel médical dans des zones un peu désertifiées, en Afrique et ailleurs. Bon, toute cette force vive là, qui aujourd'hui sont bloqués par l'administration française, qui sont bloqués par le racisme institutionnel. Parce que moi, je vais vous rappeler un truc qui est très important, et vos auditeurs nous écoutent. Les Français ne sont pas racistes. Mais là, je vais vous choquer. Et je vais vous dire la vérité. Aujourd'hui, la justice française est une justice raciste. Et je vais m'expliquer. Il y a eu récemment des articles d'un journaliste de Mediapart qui s'appelle David Perrotin, qui est un brillant journaliste, qui est un journaliste très honnête, et il a révélé qu'à la sortie des examens de l'École nationale de magistrature, des futurs magistrats avaient écrit sur le listing au niveau des placements les Arabes d'Ohar, la France aux Français. L'actuel ministre, donc suite à cet article, et vous remarquerez que aucun de nos responsables arabes, pour beaucoup qui se font plaisir d'être des khoubzistes dans l'âme, ne s'est indigné publiquement de cet article. Mais on a travaillé sur les réseaux sociaux, même l'Alliance pour la France à l'époque était de manière éphémère mais préexistante, nous faisons savoir les choses aux gens. Effectivement, dans les réseaux sociaux, ça a beaucoup pris, ça a choqué à l'international, comment des gens qui allaient sortir magistrats disaient « les Arabes d'Ohar, noir sur blanc, écrit sur des documents ». Tout le monde a été choqué, moi mes amis musulmans, ou arabes, ou berbères, ou indiens, ou pakistanais qui vivent à l'étranger, et indonésiens, et malaisiens, parce que je suis en contact aussi avec eux, m'ont dit « mais Morad, les musulmans de France, ils bougent pas? Les Arabes de France ne bougent pas ?» Putain, des mecs, c'est des futurs magistrats, c'est pas n'importe qui. Ils rendent un jugement sur lequel c'est marqué au nom du peuple français. Ils sont tenus par un code de déontologie sur lequel ils posent la main. Ils ont, pour l'instant, parce que quand on passera, ils n'auront plus le pouvoir souverain. Et ils écrivent noir sur blanc, les Arabes d'Ohar,
la France aux Français. C'est pas les gens du RN, parce qu'on aurait fait un scandale s'ils auraient écrit ça. D'accord? Bon. C'est pas des gens de Zemmour, parce qu'on aurait fait un scandale s'ils auraient écrit ça. Il faut dire la vérité aux gens. Oui. Là, c'était des magistrats, des futurs magistrats. Eh bien, l'actuel ministre de la Justice, M. Dupond-Moretti, a été, pour le coup, foncièrement honnête. On ne peut pas lui reprocher. Il a demandé une enquête, et il a dit, publiquement, si on n'a pas les noms des gens qui ont écrit ça, toute cette classe... Cette promotion. Merci. Oui. Toute cette promotion, merci. Toute cette promotion n'aura pas les postes de magistrat qu'elle est censée avoir. Vous savez ce qui s'est passé? Deuxième article de David Perrotin. Les syndicats de magistrats ont été vent debout contre Moretti en disant « Comment osez-vous demander à des futurs magistrats de faire de la délation ?» Alors que quand vous êtes en face d'un juge, il vous demande que ça. T'es avec qui? T'as fait quoi? C'est qui? Balance. Tu deviens une... Mais non, pour eux, il fallait pas. Et donc, Moretti, sous la pression des syndicats de magistrats, a dû céder et laisser la promotion agir. Donc aujourd'hui, au sein de nos tribunaux, nous avons des magistrats racistes, anti-arabes, anti-musulmans, qui vont demain juger des affaires au pénal, au civil, et dans toutes les juridictions nationales. Comment on a pu laisser ça? Et si on avait eu à soutenir Moretti, ce qui n'a pas été le cas, je le regrette, de la part de nos institutionnels, peut-être que les magistrats auraient pu céder. Mais non, c'est passé. Alors moi, je vous dis une chose. Non seulement que les médias... Je l'assume publiquement. Les médias, à part Mediapart, David Perrotin, les autres l'ont bien sûr pas repris parce qu'ils ont tous un fil blanc à la patte. Vous imaginez bien qu'ils ne vont pas taper de main sur les juges. Ils ont tellement de choses à se reprocher. Alors que l'homme qui vous parle, il a porté plainte contre des juges. Donc ça change. Pour subornation de témoins, il faut en écriture. Voilà. Donc effectivement, moi... et mes équipes et les gens avec qui je travaille, on respire la volonté d'être digne. Et c'est ce que nous voulons auprès des gens qui vont demain nous rejoindre, puisque nous allons lancer un bulletin d'adhésion. Ils peuvent déjà, nous avons une adresse, ils peuvent déjà éventuellement faire des chèques et l'adresser à l'Alliance pour la France. Est-ce qu'actuellement vous avez déjà une adresse? Bien sûr qu'on a une adresse. Est-ce qu'il y a un cylindre en construction? Alors je vais vous expliquer pourquoi. Pour nos auditeurs. Je vais vous expliquer pourquoi. En raison de la volonté du pouvoir politique actuel de Macron, qui veulent absolument m'empêcher et mes équipes de prendre le pouvoir, parce que nous allons prendre le pouvoir. Vous voyez là qu'on discute. On n'est pas des rigolos. Et les gens qui me font confiance, ils ont choisi un vrai leader. D'accord? Parce que moi, si j'avais pas à montrer l'exemple, les femmes et les hommes qui sont autour de moi seraient partis dans l'heure. Voilà. Et c'est pour ça que je les aime et que je les apprécie. La chose que je tiens à vous dire, c'est qu'ils se sont arrangés pour même nous emmerder encore récemment, dans le cadre, parce que, qu'est-ce que j'ai décidé, et avec l'équipe, on s'est dit, bon, si on reste une association, qu'on demande de l'argent aux gens, les gens payent à 100%. J'ai dit, il est hors de question. Nous ne sommes pas hors système, nous ne sommes pas des anarchistes. Il y a 30 millions de Français qui attendent une nouvelle réponse. Eh bien, on va donner l'opportunité d'une déduction fiscale, comme le font les autres. Et donc, effectivement, nous avons 2 trésoriers et un président de la structure financière qui n'est pas moi. Parce que moi, je me garde bien, comme d'ailleurs le font la majorité des partis politiques. Le président du parti n'est pas le président de la structure de financement. Et ça, il faut reconnaître que c'est, comment dire, une tradition établie en France, parce qu'il ne faut pas tout mélanger. On nous a mis quelques bâtons dans les roues, et nous attendons, pour lancer les bulletins d'adhésion, le numéro d'agrément. D'ailleurs, on peut déjà demander aux gens d'envoyer de l'argent, ils peuvent le faire, parce que nous avons une adresse de domiciliation, les statuts existent, ils sont référencés au journal officiel, l'Alliance pour la France, vous tapez dans le journal officiel, vous allez très bien, sauf qu'en plus on a changé d'adresse de domiciliation tout récemment, et nous sommes, l'Alliance pour la France, au 231 rue Saint-Honoré. Alors, nous ne sommes pas encore au faubourg, qu'on ne traite pas de riches de manière un peu expéditive. Ça pourrait venir par la suite, tout dépend des donateurs. Mais nous sommes 231 rue Saint-Honoré 75001 Paris.
Alliance pour la France. Si des gens décident d'envoyer des chèques ou de l'argent à cet endroit au nom de Alliance pour la France, financement, Alliance pour la France, Alliance pour la France. De toute façon, on rajoutera financement s'il le faut. On pourra commencer dans un avenir proche à leur renvoyer le bulletin d'adhésion et dès à peu près courant avril, on renverra le document fiscal, le reçu fiscal qui nous permettra de déduire. Alors on a fait quelque chose d'assez inédit. Est-ce qu'il y a déjà aussi un site internet en construction que les gens ils peuvent aussi adhérer en direct? Non, parce que non, mais attendez, il y a des règles en France et nous on veut pas être des révolutionnaires. D'ailleurs Zemmour aujourd'hui, probablement le premier parti de France, qui a 137 000 adhérents. Nous voulons devenir le premier parti de France. Nous n'en cachons pas. On a pour objectif d'atteindre les 300 000, voire 1 million d'adhérents, et c'est largement possible parce que nous avons un paquet de forces vives. Aujourd'hui, les mecs qui sont assis, ils ont envie de bouger. Bon, on va leur donner cette opportunité-là. Nous avons décidé, fait inédit, à ce que la première case de la cotisation soit de 1 euro. On n'est pas là pour nous enrichir. Voilà, on est là pour structurer un mouvement, pour proposer une alternative politique, pour s'inscrire dans la durée, et cet argent servira à financer nos futurs candidats. Parce que ça, pour moi, c'est hyper important. Pour les gens de l'équipe, c'est hyper important. Moi, je suis dans la délégation de pouvoir. Je veux des femmes et des hommes qui s'investissent sur le terrain, qui le sont déjà, et qui le font depuis des années, ou pour la droite, qui les a aussi largement trahis, et pour la gauche, alors c'est même plus de la trahison, là c'est carrément de l'assassinat. Donc, et le noble mensonge en même temps. Et c'est pour ça que la déduction fiscale, le reçu fiscal, les gens le ressentent moins. Je donne un exemple concret. Je parlais récemment avec des jeunes, ils me disent « Ouais, mais tu vois, Morad, on n'a pas d'argent. » C'est incroyable, les gens sont au courant il y a plein de choses qu'ils ignorent. Je leur dis, mais nous, on va obtenir l'agrégation pour l'agrément, pour la déduction fiscale. Je fais, est-ce que vous savez combien c'est la déduction fiscale pour les partis politiques? Les mecs ils pensent aux associations, parfois aux équipes de foot. Alors on leur parle de déduction fiscale de 30%, de 25%, enfin bon bref. Ah, je dis non. Quand vous êtes un parti politique, c'est 66%. C'est-à-dire que si demain tu décides de mettre 100 euros, je vais même prendre un exemple moindre, 10 euros, tu mets 10 euros et tu prends ta carte d'adhérent chez nous, on te fera un reçu fiscal et l'État te remboursera 6,60 euros. On me dit quoi? On me dit mais ils font ça, ces salopards, ils nous l'ont jamais dit. Je dis, mais attendez. C'est ça la France, c'est ça l'État français, c'est ça la bienséance de la structuration politique en France, c'est que comprends que tu finances en vérité la politique. Et aujourd'hui, le but, je leur explique, demain nos candidats, en fonction des scores qu'ils feront, le parti récupérera un pourcentage, parce qu'en France c'est comme ça, en termes de nombre de voix. Donc demain, notre candidat ne pourrait pas lui dire qu'il veut de la France, parce que s'il est député et qu'il sert la nation, il a un statut qui lui est propre, avec un salaire qui lui est propre, pour pouvoir travailler pour l'État français. Mais nous, le parti, nous avons bénéficié grâce à lui, et c'est pour ça que nous allons l'aider à être élu, un retour dans la logique des choses qui rentre dans l'escarcelle financière du parti de manière tout à fait légale, qui est à peu près d'1 euro par voix. Donc si le mec est élu député et qu'il a fait 100 000 voix, il y a 100 000 euros qui finissent au bout de quelques mois, bien sûr, parce que ça ne se fait pas tout de suite, qui rentrent dans les logiques du parti. Et c'est comme ça qu'on s'autofinance, et c'est vrai que c'est un système sur lequel nous ne pouvons pas vraiment revenir, parce que ça marche. Sauf que il faut qu'on prévienne les gens. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe... Il y a une politique éducationnelle, d'information, c'est ça qui manque aussi bien sûr. Au préambule de notre émission. Tu disais très bien qu'il y a un fort taux d'abstention, quand même Hidalgo a été élu à 20% de voix, parce qu'il y a un manque d'information. Mais il est voulu le manque d'information. Est-ce que vous croyez qu'ils vont se précipiter à leur dire ce que je suis en train de vous dire? Non. Tous les partis politiques confondus, ils sont trop contents de l'abstention. Elles les autofinancent,
ils font leur petit combat de coq et ils restent dans les logiques du système. Oui. Oh, vous voyez Philippot qui fait manifester les gens sous les fenêtres du Conseil d'État le jour où le Conseil d'État est fermé. J'avoue que franchement là il fait très fort et puis qui dit oh là là j'étais ému les gens qui ont crié Frexit sous les fenêtres du Conseil d'État. Bon, le même d'ailleurs parce que je me permets de l'incriminer parce que moi je suis toujours dans la défensive, j'attaque jamais les gens, mais lui il fait partie de l'opposition contrôlée parce que c'est le seul qui a dit qu'il n'y avait pas eu fraude aux élections présidentielles et aujourd'hui il passe pour un abruti. Tant c'est quelque chose qui se fait un peu partout, même à l'étranger. Mais c'est pour vous dire que nous, on n'est pas là pour dire aux gens « Ah, on va manifester sous les... » Non! Vous avez un pouvoir qui est une personne, une voix. Le gamin, aujourd'hui, tu es une personne, une voix. Le président de la République, il est une personne, une voix. Qu'est-ce qu'on fait de ces voix? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, quand j'ai pris les derniers chiffres, ça m'a été apporté par... une des responsables, ce qu'on appelle nous les référents en région parisienne. Récemment, elle nous a donné les chiffres du taux d'abstention dans ces villes, Bondy, Sarcelles et tout ça. C'est pas possible, quoi. Je veux dire que du matin au soir, c'est les premiers à souffrir de leur condition réelle et il y a une véritable souffrance, je la nie pas. Et les mecs sont prisonniers de leurs conditions et matérielles et politiques. À un moment, je leur dis, attendez. C'est vraiment ce que tu dis là. J'avais écrit en 2013 un rapport, parce que quand j'étais au conseil municipal, j'ai signé des documents sur le logement. Je ne comprenais pas au niveau du logement social. J'avais écrit un rapport sur le logement social pour écrire un rapport qui était... il fallait aller faire des enquêtes en place. J'ai fait l'ONAF 3. Moi, j'étais avec mon équipe. J'ai ce rapport-là, j'ai la copie là. Moi, j'avais des larmes aux yeux que j'ai fait pour le logement francilien qui est devenu 1000 vies. 1000 vies et tout ça. 1000 vies habitables, je ne sais pas où à Sarkozy, moi je connaissais, elle s'appelle à l'époque. Moi, j'ai vu, même le logement francilien, on lui a donné des conseils, parce que dans ce rapport-là, on lui a donné des conseils. Comment vous pouvez caser des gens comme ça? J'ai vu dans des logements sociaux, il n'y a pas de social là-bas, il n'y a pas des services publics, la CAF, mais c'est la même chose dans les CPM. C'est la même chose dans les campagnes françaises. Voilà. Non, mais c'est ça que je dis que moi j'aimerais que l'Alliance pour la France prenne à bras le corps les déserts médicaux. Les quartiers difficiles. C'est prévu. Vous allez être très très surprise. Vous allez être très surprise sur qui va être notre référent médical, qui est un ponte international, qui est reconnu dans le monde entier. C'est un immense professeur qui est à la retraite depuis pas longtemps, avec qui j'ai déjeuné il n'y a pas longtemps, qui va devenir notre référent national. Vous allez tomber des nues quand vous allez voir qui va être notre référent. Et je l'espère, grâce à Dieu, si nous prenons le pouvoir, parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui la France est un volcan, que les gens ne vont pas tarder à sortir dans la rue, mais cette fois avec des fourches, et s'ils n'ont pas de propositions politiques alternatives, ils risquent de passer, certains risquent de passer de vie à trépas. Je parle de nos politiques actuelles. Donc il faut éviter tout ça, il faut éviter une guerre civile. Il y a des gens qui essaient de la provoquer en disant du matin au soir, surtout en ce moment j'ai remarqué l'immigration, l'islamisme, tentative d'assassinat. Vous allez voir qu'on va nous ressortir, et moi qu'on vienne me reprocher, que je suis en train de dire sur votre plateau, qu'on va nous ressortir d'ici peu un attentat islamiste. Je commence à connaître par cœur. Alors moi je vais vous dire un truc qui va peut-être vous surprendre. D'accord. Tous les derniers attentats, même que je qualifie d'attentat, l'incendie criminel de Notre-Dame, qui est un drame pour nous Français en tant que bien de notre patrimoine historique et religieux, et pour nos frères chrétiens. Tous ces crimes, ces attentats ont beaucoup trop de zones d'ombre. Quand nous prendrons le pouvoir, grâce à Dieu, nous rendrons la vérité aux Français parce que nous n'avons rien à nous reprocher. Les musulmans de France, ils n'ont rien à voir
avec ces attentats, ceux que je définis comme musulmans, c'est-à-dire ces patriotes musulmans impliqués dans la France. Moi, je tiens à vous rappeler qu'après les attentats du Bataclan, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a 3 États arabes qui ont prévenu la France quant à la teneur de ces attentats. Et ça a été rendu public. Hein. Attention. D'accord, je ne suis pas au courant. Attendez, nous, on est là pour établir la vérité. D'accord, c'est ça la liberté libère. Merci. Donc, il y a eu d'abord les services égyptiens. Les services égyptiens ont prévenu la France. Les attentats, rappelez-vous, ont lieu en 2015. Les services égyptiens ont prévenu la France dès 2009, après les attentats du Caire. Le deuxième État a été la Syrie, qui a proposé la liste. Et le troisième État a été l'Algérie. Certains aujourd'hui qui voudraient faire croire que l'Algérie animerait de mauvaises intentions via sa diaspora, c'est quand même surprenant pour un pays qui s'est assuré à ce que les Français, dans leur chair, ne soient pas victimes de terroristes. Bon, donc ces 3 pays, je tenais à leur rendre hommage, et ces 3 pays ont été trahis sur le fait qu'ils n'ont pas été pris en considération par rapport à ce qu'ils ont établi et donné à nos services. Et il y aura une refonte, je vous le dis, de nos services secrets. Excuse-moi, j'avais écrit un article que je disais que les services secrets français, ils sont devenus une bande de Shabbat, somaliens. Voilà. Il faut vraiment une vraie politique de nos services. Nous allons rétablir, c'est ce que je vous dis, c'est ce qui me tient à cœur. La sûreté de l'État, c'est pas un petit mot. Quand vous êtes habilité secret défense, c'est pas un petit mot. Vous ne pouvez pas vous retrouver dans les réseaux pédocriminels, comme je connais certains aujourd'hui, anciens de la DCRI, aujourd'hui à la DGSI, protégés, qui ont été protégés par Castaner, protégés par des policiers, protégés par des juges, et j'ai déjà donné leur nom publiquement. Quand vous êtes habilité secret défense, vous travaillez pour la France. Moi, je me moque de savoir, c'est d'ailleurs, petite parenthèse, je tiens à vous préciser, les socialistes, lorsqu'ils ont repris le pouvoir sous Hollande, sous la houlette de Manuel Valls, White Blancos, vous vous rappelez Ah oui. Voilà. Et Manuel Valls, je le dis publiquement d'ailleurs, qui m'attaque pour diffamation, Manuel Valls, je le jure, je n'ai pas juré pourtant, mais au nom de tous ces innocents français morts, qu'il aura à rendre des comptes sur le fait qu'il ait empêché les interventions de se faire dans les temps, parce qu'aujourd'hui il est su et reconnu dans les faits que si des garrots avaient pu être posés, les gens auraient survécu à l'attentat. Et bizarrement, lorsqu'il y a eu ce grand procès des attentats du Bataclan, on sait bien, nos magistrats se sont bien interdits d'inviter M. Valls à la barre. Avec nous, il retournera à la barre, et avec nous, nous rouvrirons le dossier sur la base des éléments factuels qui ont été donnés par les services secrets étrangers, et aussi, j'oubliais, les services secrets belges et américains, puisqu'une cellule spéciale existait dès 2009, où les services secrets égyptiens, belges, travaillaient en coordination avec la France pour éviter l'éventualité d'un attentat. On appelle ça échange d'informations entre les services. Oui, mais aujourd'hui, la DGSI, effectivement, au niveau international, n'apparaît plus crédible. Non, c'est des Shabab. Moi, je les appelle des Shabab. Je vais vous donner une information. Même les petits Shabab, ils sont encore plus puissants. Mais c'est évident. Je vais vous donner une information de première main, qui est publique, mais que personne n'exploite. Vous savez qui, aujourd'hui, nos services secrets, il y a un vrai problème, et je travaillerai à ce que nos services secrets deviennent indépendants, autonomes et travaillent pour la France, et ça c'est une volonté patriotique marquante et forte. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui le logiciel avec lequel travaillent les services secrets français de l'intérieur est le logiciel qui s'appelle Palantir, qui est un logiciel américain? Je connais Palantir d'ailleurs, pour te dire que... C'est un logiciel américain. Non, je vais te dire quelque chose. J'ai failli avoir un procès contre ce monsieur qui est soi-disant franco-américain. Enfin, il a 3 nationalités. Tantôt il est américain, tantôt il est anglais. Donc j'avais, par les sources sûres, je l'ai fait un petit article que je l'ai mis. Eh bien, j'ai reçu un courrier de menaces. Si je dis à mon mari tous les courriers de menaces que je reçois ici, je crois qu'on devait déjà déménager ici. Si vous permettez, donc, ce Palantir-là, j'ai encore le dossier. Attention, j'ai retiré le document.
Parce que, comme je me suis dit, les gens là... Bon, on attendra d'être à la présidence. Et je vous inviterai... J'ai encore le dossier. J'ai encore ce dossier-là. Je l'ai ici, en archive. Oui, moi... Je vous dis juste la chose suivante. Moi, je suis très confiant sur le fait qu'on va gagner. Vous comprenez? On va gagner. Je garde le dossier sur le coup. Bien sûr, on se fera plaisir. Je pense que de vous inviter à l'Élysée au moment venu. Je vais vous dire pourquoi ça peut faire sourire. En réalité, quand je regarde les forces que je rencontre, les forces de terrain, les forces d'action, je me dis, mais on a le Real sur le papier. Et les mecs, ils jouent en national, chacun dans son bled. Et vous pouvez mettre Benzema, si vous mettez autour de lui 10 chèvres, je veux dire, il ne marquera pas un but. Donc, ma volonté à moi, c'est de rassembler cette équipe du Real, on va dire l'équipe du PSG pour rester français, ou l'équipe de l'OM pour fâcher personne, ou Lens, ou j'en sais rien. Lyon, on va dire même Lyon, enfin qu'importe, ces grandes équipes. FC Nantes, tout ce qui vient de gagner. Bravo, voilà. On va rassembler quand même ces champions. Parce que moi, je vais vous dire un truc, en fin de compte. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Souvent, on disait, quand vous parlez avec des journalistes politiques, ils vous disent, un bon président de la République, c'est un bon DRH. C'est vrai. Moi, là, récemment, autour de moi, mes équipes m'ont présenté des référents que j'ai rencontrés pour la plupart, pas tous encore, parce qu'il faut trouver du temps. Vous savez que j'ai pas un emploi du temps facile. J'ai rencontré ces femmes et ces hommes. C'est exceptionnel. C'est eux qui m'apprennent. Et c'est moi qui me dis, en fin de compte, et c'est pour ça que j'ai à les qualifier de gens brillants, des femmes, des hommes, qui sont en jachère. Quand vous avez une terre riche dans laquelle vous ne plantez rien, elle meurt. Elle meurt, effectivement. Et quand vous avez l'équipe du Real ou l'équipe du PSG ou ce que vous voulez sur le terrain et que, en fin de compte, on n'est même pas capable d'aller à la Ligue des Champions et qu'on joue en national, je dis mais c'est pas possible. Là, je sais qu'il va y avoir une manifestation demain, par exemple, qui va faire pour l'objet d'une émission de radio chez vous, par rapport à cette équipe de Sartrouville. Oui, où la municipalité décide d'un seul coup. Mais je veux dire, elle a de la chance, cette municipalité, parce que pour l'instant, jouez les malins, parce que nous ne sommes pas au pouvoir. Mais quand on va arriver au pouvoir, pardon. Oui, c'est ça. Ah, cette fameuse... Oui, c'est ça. Je peux lui donner là. Merci. Pour montrer ça. Alors, rassemblement samedi 5 novembre 2022, organisé par le collectif des parents, j'insiste, en soutien au club de l'ES Sartrouville. Rendez-vous 14h, gare de Sartrouville, soutenons nos enfants Sartrouville. Alors, en plus c'est marrant parce qu'il y a une figure que j'aime beaucoup au milieu, c'est le tigre, qui est un de mes animaux de prédilection, vous ne pouvez pas le savoir. Je dis au maire de Sartrouville, au président du conseil régional, au président du conseil général, au président de la Fédération française de foot, comprenez une chose, c'est que ce document que je montre aujourd'hui, c'est le début de quelque chose de grand. Aujourd'hui, vous avez le sentiment que vous pouvez les piétiner. Ces gens ne sont plus des petits. Demain, ce seront les grands. Alors, si vous leur manquez de respect, demain, on ne vous manquera pas de respect, mais on s'assurera d'une chose, à ce que vous ne soyez plus jamais élu, que vous ne soyez plus jamais une fonction élective, et on s'arrangera à chaque fois que vous serez candidat pour vous faire perdre, parce que ce seront nos candidats qui vont gagner. Et je dis à tous les gens qui seront là demain, il y aura un référent Alliance pour la France aux prochaines élections à Sartrouville, où on dégagera ces gens qui ont osé s'en prendre aux enfants. Quand on s'en prend aux enfants, on est, je veux dire, dans le dernier wagon de l'humanité. Alors, à bon entendeur, salut. Mais c'est pour vous dire... Merci beaucoup, merci. Je vous en prie. Merci pour ce soutien. Parmi les parents qui vont être là demain, présents, et parmi ces enfants qui seront demain, l'avenir de la France. Les clients que je connais. Eh bien, parfait. Et parmi les enfants qui seront là demain, ce seront aussi des futurs électeurs. Je tiens à leur dire... Et leur maman aussi, et leurs grands-parents. Et bien sûr, leur maman. Et les mamans, c'est les forces vives. Voilà, c'est celles qui s'occupent de la diététique de ces jeunes footballeurs en herbe. Je dis à tous ces gens, si on a décidé de piétiner vos personnes, c'est qu'ils ont pensé que vous n'avez pas de fierté. Demain, vous serez dans l'Alliance pour la France, et je peux vous assurer qu'ils auront en face d'eux des gens fiers,
des gens avec une colonne vertébrale, et on rappellera que ce sont eux, hein, les caoutchoucs, les gens qui sont incapables de faire preuve de dignité à l'endroit d'enfants, à l'endroit de parents. Est-ce que ces parents ont manqué de payer la cotisation annuelle? Non. C'est quoi alors? C'est du racisme? C'est de l'indignité territoriale? Il y a des Français qui valeraient moins que des autres, eh ben, ils vont le payer très cher. Et aujourd'hui, il y a un mouvement politique qui s'est créé dans ce pays qui va mettre à l'amende tous ces gens. Alors rappelez-vous bien, hein, monsieur le maire de Sartrouville, monsieur le député de Sartrouville, madame la députée, monsieur le président du conseil régional, madame la députée, enfin le président du conseil régional aussi par ailleurs, je crois aussi que ça dépend de l'Île-de-France, donc madame Valérie Pécresse, je dis à madame Valérie Pécresse, ne jouez pas vis-à-vis de ces gens-là, parce que ces gens-là aujourd'hui ne sont pas tout seuls, et si vous en pensez qu'ils n'ont pas de fierté, moi je peux vous assurer qu'ils vont la retrouver très vite, pas seulement grâce à nous, mais grâce à tous nos collectifs qui sont en train de se faire à travers la France. Merci. Voilà. Et Sartrouville, demain, on a le droit de rêver. Pourquoi ils n'auraient pas le droit de jouer en Ligue 1? D'accord. Pourquoi ils n'auraient pas le droit de jouer en Ligue 1? Je sais que c'est toute une question à poser. Nancy et Reims, c'était les meilleurs clubs du championnat de France il y a 50 ans. Kylian Mbappé, il avait commencé petit, comme ça dans le Naftois, et maintenant il est devenu un grand joueur international. Oui. Alors je dis à Kylian Mbappé, cher Kylian Mbappé, cher Karim Benzema, alors je répète. Ballon d'or. Je répète, cher Karim Benzema, Ballon d'or, et nous sommes fiers qu'il ait eu à devenir Ballon d'or. Cher Paul Pogba, cher Kylian Mbappé, cher Loris, tous ces jeunes, tous ces grands du football français, du football international, qui jouent dans les plus grands clubs, ont commencé petits, minots, dans des petits clubs alentour des grandes villes. Regardez ce qu'on fait aujourd'hui aux enfants de Sartrouville, qui sont probablement que demain, parmi eux, il y aura des joueurs de ce club qui finiront en équipe de France. Regardez aujourd'hui comment on les traite, comment la municipalité de Sartrouville, comment le conseil général, comment le conseil régional les traite. On voudrait faire croire que ces jeunes et ces femmes, leur père, leur mère, leur soutien, leur club n'aient aucune fierté. Eh bien, c'est eux l'honneur de la France. Et je peux vous assurer que notre mouvement, l'Alliance pour la France, eh bien, on sera toujours à vos côtés. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Merci. C'est dit avec le cœur. Voilà, donc merci. Suite à cet appel-là, j'aimerais bien demander à notre invité, Morad Attal, qui, je vous précise que nous sommes là pour parler aussi de politique, et puis aussi d'aborder aussi au niveau de la politique internationale et nationale, et puis aussi au niveau local aussi, des actions aussi, en tant que futur président de la République, avec le parti... Que Dieu vous entende. Inch'Allah. Inch'Allah. Dieu nous attend, qui est là aussi en train d'apporter son soutien au collectif, le rassemblement qui va se dérouler demain, 5 novembre, organisé par le collectif des parents en soutien au club de l'ex-Sartrouville. Donc, je serai là demain avec vous pour pouvoir faire signifier au maire de Sartrouville que ce qu'il fait, c'est pas normal. Donc, je remercie notre futur président de la République d'apporter le soutien aux jeunes footballeurs de Sartrouville. Je sais que beaucoup de parents que j'en occupe au niveau de la prise en charge médicale à domicile, ils seront là aussi parce que tout le monde, même s'ils sont en vacances, mais ils nous ont dit qu'on suit l'actualité, mais ils seront là par le cœur. Certains ils seront là demain avec nous à la gare de Sartrouville. Merci beaucoup, Morad. Est-ce que vous souhaitez dire un mot de la fin pour terminer notre émission d'aujourd'hui? En vrai, le mot de la fin, il s'adresse à vous. Merci il s'adresse beaucoup. à vous, il s'adresse à votre équipe. J'ai eu la chance de rencontrer des journalistes dont certains me renvoient à des métaphores qui ne sont pas toutes récentes, mais que je réemprunterai volontiers. Pour information, moi je ne suis pas journaliste, je suis
co-animateur de l'émission Décibel. L'émission culturelle musicale. Qui habite Besançon. Avec les raïs arabes. Oui, parce que c'est le monsieur culture. Voilà, monsieur culture. Ah, effectivement, d'accord. Mais justement, moi je tenais vraiment, je pense que je parle autour de toute mon équipe parce que de plus en plus, je m'impliquerai pour que vous sachiez que c'est aussi le président de l'Alliance pour la France qui parle, pas seulement un écrivain, pas seulement un auteur, pas seulement un père de famille, mais un homme qui se félicite d'être invité et qui s'honore d'être présent à des émissions telles que la vôtre, parce que moi je pense très honnêtement qu'il y a un point de bascule qui est en train de s'opérer sur le plan médiatique. Il faut savoir que, vous savez, il y a eu le ratage de TF1 et d'M6. Pourquoi je vous en parle? C'est qu'ils ont voulu absolument s'associer pour survivre. Et il y a un point qui est très important. TF1 perd plus de 1,6 million de téléspectateurs par an. Au courant, même le gros là qui est là, l'audience au niveau du journal télévisé, ça descend. Toute la presse française actuelle qui nous font la leçon du matin au soir, sans les subventions publiques, ils sont morts. Et on verse entre 1,2 et certains sont allés jusqu'à dire 4,2 milliards d'euros par an à de subventions publiques avec l'argent des impôts des Français. C'est pour ça que la presse doit redevenir la presse. C'est pour ça que vous devez tous retrouver votre indépendance. En tout cas, moi, je m'y impliquerai en tant que futur candidat, en tant que président de ce parti, de ce mouvement, ainsi que toutes les femmes et les hommes qui le composent. Parce que il y a un point de bascule. Aujourd'hui, je vois, il y a un décrochage des jeunes, aussi bien en politique que sur le plan des médias. On a à peu près le même chiffre en taux d'abstention. Chez les 12-25 ans aujourd'hui en France, vous avez 82% d'abstention. C'est colossal. Et vous avez à peu près chez les 12-25 ans 70%, 76%, je crois à peu près le chiffre, qui ne vont pas sur les médias mainstream. C'est-à-dire qu'ils cherchent de l'information ailleurs. TikTok, les radios indépendantes, les TV web indépendantes. Et je pense que, non mais c'est hyper important. C'est que nous, l'Alliance pour la France, on travaille avec notre temps. Et on voit l'avenir se dessiner. Moi, je ne vais pas courir après les journalistes mainstream. Si ça se fait, tant mieux. Mais je sais qu'aujourd'hui, et nous allons dynamiser ça, parce que l'enveloppe budgétée, qui sera l'argent de tous les Français, alors croyez-moi, vous aurez quelqu'un qui fera que 1 euro de l'argent public sera 1 euro déversé à la cause publique. Donc ça, je peux dire qu'on va vraiment y travailler, et puis on va s'assurer à ce que la France redevienne riche, qu'elle développe son industrie. En l'occurrence, je vais énormément développer l'industrie maritime française et océanographique, parce que nous sommes la 2e puissance maritime mondiale. Aujourd'hui, rien n'est fait dans ce sens, si ce n'est à nous incriminer comme étant manquant dans le cadre écologique. Mais je reviens sur un point essentiel. Pourquoi je vous remercie? Parce que je remercie l'avenir. Je sais que demain, tous ceux qui sont actuellement en train de créer leur web TV, de créer leur radio, ce sont demain, vous verrez, sur qui nous, futurs candidats, nous allons devoir passer, parce que je vais vous donner le chiffre de défection. Quand vous avez plus... moi, demain, là, comme là, si je veux parler aux jeunes, si je veux parler aux gens issus de communautés africaines, on va dire arabes, même s'ils sont français, ils sont avant tout français, vous les touchez. Les médias mainstream, ils ont raison. Ils s'en éloignent parce qu'en fin de compte, du matin au soir, les gens les stigmatisent et surtout, ils rendent la population anxiogène. Moi, je ne veux pas animer la peur. Nous voulons aller sur des radios qui nous posent des questions, qui nous disent voilà. Et je sais que la France de demain, c'est vous. La France là qui est en train de se construire, c'est vous. Et moi, je vous dis, tenez bon. Alors, je sais que en termes de subventions, c'est pas évident. Il faut trouver de l'argent à droite, à gauche et tout. Mais nous, on arrive au pouvoir et on va arriver au pouvoir et on va redistribuer l'enveloppe. Il faut savoir que pour le coup, Mediapart, on aime ou on n'aime pas, ils avaient eu une remarquable idée qui avait été à l'origine de créer une fondation qui regroupait les journaux. Où il y avait une pleine autonomie, c'était pas pyramidal, c'était concentrique, et quelqu'un comme Radio Tam Tam avait autant de voix au conseil d'administration de la fondation
que Edwy Plenel ou autres. Et je pense que l'argent public doit aller probablement vers la création de ce type de fondation où les Français donnent déjà de l'argent. Donc quand vous donnez 1,2 milliard d'euros par an à des journaux qui font l'apologie de Macron et qui vire même, qui dit quand on pose une question qui ne va pas, il téléphone au patron de la... Oui, mais tout ça, ça va être fini. Il y a beaucoup de journalistes qui ont été virés. Oui, mais il y a un truc qui est très important. Il faut connaître les rapports de force quand vous établissez l'objectif, la stratégie et la discipline. Il y a des gens pour qui on va être précautionneux, avec qui on va prendre le temps. Dans le cadre de la configuration médiatique culturelle, ça va se faire tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'on me dira, oui mais attends, les grands médias, ils appartiennent aux grands patrons. Mais attendez, le grand patron, il met combien dans le média qu'il achète ? Voilà. Pratiquement rien, puisque c'est de l'argent public. Voilà, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'éclairer la lanterne, parce que nous, on ne savait pas ça. Arrêtez d'avoir peur, pour une raison très simple, c'est que ça sert à quoi de dire oui, mais c'est les grands groupes qui les tiennent, c'est l'armement, c'est ceci, c'est là. Non, on n'en est plus à ça. Aujourd'hui, ce qui est très important, c'est de comprendre qu'on peut redessiner la carte. Mais pour redessiner une carte, il faut prendre le pouvoir. Et je vais vous dire une chose dans les yeux. Vous-même, au niveau médiatique, de là où vous êtes, vous devez reprendre le pouvoir médiatique et le pouvoir de la communication. Vous-même, à Radio Tam Tam, quand vous faites le choix d'inviter des gens comme moi, ou des artistes qui présentent aujourd'hui de nouvelles niches culturelles, qui seront les niches culturelles de demain, parce qu'aujourd'hui l'industrie du disque s'est complètement cassé la gueule, que les nouveaux médias, le cinéma s'est cassé la gueule. Vous voyez que les acteurs français qui sont largement subventionnés et qui sont même déjà payés à l'avance parce que l'État paye les films qui sortent, donc même quand ils font un bid au cinéma, c'est perdu pour l'État, pas pour eux. Bon, tout ça on va le remettre à plat. On va vraiment permettre une autonomie de la création. L'État donnera l'argent. L'État n'est pas là pour vérifier le taux de rentrée ou vos taux d'audimat. Voilà. Par contre, l'État est là pour faire vivre des radios telles que la vôtre, parce que c'est aussi la caisse de résonance pour tous ceux qui nous ont écoutés ce soir, tous ceux qui sont à proximité, tous ceux qui sont en Île-de-France. Moi, par exemple, récemment, j'ai été très ému. J'avais été invité chez, je ne sais pas, un de vos concurrents, parce que pour moi, il n'y a pas vraiment de concurrence, mais j'avais été invité chez Radio France Maghreb, où j'ai vu un échange avec Tarek Mamil, qui se bat, croyez-moi, qui se bat lui aussi pour sa radio, et qui est dans le combat, je peux vous assurer. J'étais émerveillé et ému quand j'ai découvert cet été qu'ils avaient reçu un prix parce que c'était la radio la plus écoutée à Marseille. Ouais. C'est merveilleux. C'est pas les France Inter, les France Info, les Europe 1 qui arrivent avec leurs stars, avec leurs programmes tout faits, qui ont gagné la confiance des Marseillais. C'est Radio France Maghreb de Tarek Mamil qui se bat avec ses moyens. Et moi, demain, mon rêve, c'est que Radio Tam Tam, parce qu'il y a aussi une consonance très forte, bien ce continent immense qu'est l'Afrique, et demain, Radio Tam Tam devienne numéro 1 en termes d'audience vis-à-vis de l'Île-de-France. Parce que c'est jouable. Maintenant, nous sommes quand même au top 50. Nous avons la place de 20e sur la plateforme de Radio King sur 3500 radios. Donc nous sommes quand même au top 50. C'est énorme. Donc nous avons une audimat. Et pourtant, moi je vais vous dire la vérité, je travaille dans le domaine médico-social. Puis aussi... vous nous avez dit quelques d'autres vérités, parce qu'apparemment vous faites des fiches qui m'intéressent au demeurant, et qui inquiètent le patron de Palantir. Donc là, franchement... Non, il m'a menacé. Bon, je n'étais pas tellement... Je venais de perdre ma mère, je revenais de l'enterrement de ma mère. T'es à son âme. Enfin bref, je vois des convocations. Palatine, je cherche, j'ai dit mince, je ne veux pas avoir la tête coupée. Bon, j'ai tout retiré. Mais allez. Je les ai gardés, je les ai toujours. Sur Radio Palantir, sur Radio Tam Tam. Regardez, vous êtes 20e
sur 3500 radios en Ile-de-France, je présume. Oui, parce que la radio est écoutée, mais quand même, comme c'est une web radio écoutée partout dans le monde. Sur la France, bon. Oui, mais la France demeure le premier. Vous imaginez... La France, il parade d'écoute. Alors, regardez, bon, c'est un secret pour personne, Radio Tam Tam est aujourd'hui à Besançon. Hein, vous n'êtes pas venu de l'opéra, bon, ce que je vous souhaite un jour. Bon, non mais, et vous êtes 20e. Qu'est-ce que je dis? Non mais qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Vous vous rendez compte? C'est le potentiel pour jouer en Ligue 1, voire en Ligue des Champions, et on est en national. Alors la vraie question, c'est pourquoi? Et la vraie question, c'est encore une fois un travail d'éducation à l'endroit des gens pour leur dire, écoutez, parce que les gens, en réalité, tout le monde, quand vous parlez avec les gens sont en demande. Pour une raison très simple, c'est que il y a peu de gens qui veulent prendre le risque de la responsabilité. Il y a peu de gens qui veulent être à votre place. Il y a peu de gens qui veulent animer son émission. Il y a peu de gens qui ont envie d'être trésorière, secrétaire de mouvements politiques ou d'associations. Il y a peu de gens, en réalité, qui veulent être candidats à l'Assemblée, aux mairies et autres. Parce que quand vous êtes sur le terrain, ce qui est mon cas, et on se rend compte qu'il y a peu de gens qui veulent prendre les responsabilités. Vous avez pris une responsabilité énorme d'être directrice d'une radio. Les gens, c'est un travail colossal, c'est un travail d'organisation, c'est un travail de stratégie, c'est un travail de communication, avec une concurrence féroce, avec un matériel, et là je vois que vous êtes bien équipés, je suis très content pour vous, merci, de qualité, pour nous recevoir dans les meilleures conditions possibles, et du direct, et après de la diffusion. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que les gens, même s'ils ne veulent pas prendre votre place, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils n'en sont pas capables, parce qu'ils ne veulent pas prendre cette charge, ils sont en demande. Et il est important aujourd'hui de faire savoir aux gens que voilà, vous êtes en train de déserter les radios classiques, les radios mainstream, les TV mainstream, les salles de cinéma. Il existe une alternative. Et aujourd'hui, il y a des bouquins d'ailleurs qui ont été écrits aux États-Unis qui sont en train d'expliquer qu'effectivement, il y a des métiers qui vont disparaître en raison de l'avènement des intelligences artificielles. Et puis, il y a une demande qui est en train d'apparaître. Il y a une demande qui est incroyable et que j'ai découvert avec les Gilets jaunes, c'est le mot transparence. Les gens veulent